Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 15 juin et à la une de cette édition, ce drame qui secoue Mayotte depuis samedi. En fin d'après-midi, l'acteur Kems a été victime d'un accident de jet ski dans le lagon. Les deux personnes qui l'accompagnaient ont pu être rapidement secourues, mais l'humoriste n'a pas été retrouvé. Des recherches ont été lancées, mais ce n'est qu'hier, en fin de journée, que le corps sans vie a été récupéré par les gendarmes. Un drame qui émeut toute l'île, tant Kems était devenu l'une des grandes personnalités de Mayotte. Au montage, Leslie Jumelet. Il était de ceux qui vous donnent le sourire par leur seule présence. Kems nous a quittés, emportés par un lagon, son lagon, celui-là même qu'il aimait tant. Aujourd'hui, tout Mayotte pleure un père, un frère, un ami, un véritable exemple pour la jeunesse de l'île. Il était dans la vie comme on pouvait le voir dans ses sketchs, c'est-à-dire que il était toujours là pour nous. Il a beaucoup participé dans la société civile. Vous savez, ses sketchs, etc., ça n'a jamais été à la base quelque chose qu'il voulait à caractère financier. Loin de là, c'était pour lui une manière de partager sa passion de la vidéo, de l'humour avec les jeunes, parce que là aussi, il a pu former un certain nombre de jeunes de Pamandzi avec qui il travaillait, avec qui il a aidé notamment à se construire, tous ces jeunes-là, à se structurer, à apprendre à travailler. Vous savez que lorsque vous faites du théâtre et que vous êtes acteur, vous apprenez à vous comporter en public, à pouvoir éventuellement passer des entretiens pour la recherche d'un emploi. Et donc beaucoup de jeunes de Pamandzi ont côtoyé Kems. Plusieurs personnes ont assisté de loin, impuissantes à l'accident. C'est le cas de Seyfoudine Abdourazak qui a pu mesurer le dispositif de recherche mis en place par les autorités. Un dispositif insuffisant selon beaucoup, même si la tombée de la nuit a représenté un frein majeur à la qualité des recherches. La gendarmerie est arrivée exactement à 17h45. Aussi vite que ça, j'ai jamais vu ça. Sauf que l'obscurité est tombée. Il aurait fallu des projecteurs, des moyens héliportés. Et c'est ça qu'on a déploré, qui a soulevé un petit mouvement de haine. Parce que d'habitude, à Pamandzi, dès qu'il y a un petit mouvement au-dessus de la vigie, on met l'hélicoptère. On met l'hélicoptère. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on n'a pas mis l'hélicoptère. Et ça a touché les Pamandiens. Ça a touché tout le monde parce que tout le monde l'a assisté, ça. C'était émouvant. J'ai jamais vu Pamandzi comme ça. J'ai jamais vu Mayotte aussi réunie. C'est terrible. Parce que les gens, ils y attendaient à quelque chose. Que les gens réagissent. Qu'on aille au secours de Kems. On n'a pas réussi à le sauver. Le corps a finalement été retrouvé hier en fin d'après-midi par des pêcheurs. Depuis samedi, des dizaines de personnes se sont mobilisées afin que Kems puisse être inhumé dignement et que tous ceux qui l'aimaient entament la phase de deuil. L'abattoir, vous savez, il y a des personnes qui ont mis à disposition des projecteurs alors qu'ils venaient de Grande Terre, ils ont mis à disposition des projecteurs. Certains ont sorti leur pirogue, d'autres ont sorti leur barque Yamaha. Les pêcheurs se sont totalement mobilisés. La solidarité que nous avons connue ce week-end, elle a été extraordinaire et elle a fait du bien au cœur de voir de quelle manière la population, pour des causes justes et qui va au-delà de tout clivage, se réunit. Et là aussi, vous savez, lorsque nous étions sur la digue, nous échangions, nous parlions, et là, tous les problèmes que nous avions auparavant avaient tous été laissés de côté. Mayotte s'est unie pour dire au revoir à l'un de ses enfants les plus emblématiques. Son sourire, son humour, sa chaleur et sa gentillesse étaient à l'image de son île, unique au monde. Kems nous a quittés, mais il vivra éternellement dans le cœur des Mahorais. Et Kems était un exemple pour la jeunesse pour laquelle il donnait beaucoup de son temps. En effet, après 20 années passées dans l'armée au service de son pays, c'est au service des Mahorais qu'il s'est ensuite consacré. Pour Seyfoudine Abdourazak, ce drame rappelle ô combien la mer peut s'avérer fatale, d'où le besoin d'apprendre aux enfants de l'île à nager. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Kems, ça fait partie de nos acteurs de l'animation des jeunes, etc. Kems, ensemble avec Maoré Jet, on a créé la récré.
La récré, c'est pour la récréation de ses enfants. Vous comprenez? Donc, on perd un élément et on est mal préparé pour tout ça. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous, la base nautique du Maracana, là, on préconise la mise en place de formations de BNSS et de sécurisme en mer. Pour cela, parce que nos enfants, ils sont tournés à la mer, mais ils savent pas nager. D'accord? Donc les dispositifs que nous mettons en place, ce sont tous nageurs en 6e par exemple, et motiver ces gamins et ces familles à enlever ce tracas du non-nageur, parce que il y a beaucoup de noyades mine de rien. Vous voyez, des gamins qui viennent nager, qui arrivent à livrer à eux-mêmes tout seuls, s'il n'y a pas un maître nageur ou un surveillant de baignade, eh bien souvent on les prend par la tête et on les sort de l'eau. Et tout autre sujet maintenant. Hier, le président de la République a pris la parole afin notamment d'annoncer le déconfinement total du pays à partir du 22 juin, à l'exception de la Guyane et de Mayotte qui restent en orange. L'annonce de la réouverture des salles des restaurants était très attendue par les restaurateurs de l'île. Il n'en sera finalement rien pour le moment. Une situation qui oblige de nombreux restaurateurs à garder le rideau fermé, à l'instar de l'hôtel-restaurant Le Caribou. Un reportage signé Paul Arthur Habit. Depuis le 17 mars, à l'annonce du confinement par le président de la République, le restaurant Le Caribou a fermé ses portes au public. Une situation qui porte préjudice aux finances de l'entreprise qui ne se voit pas réouvrir ses portes au plus tôt au vu de la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, réouvrir mon établissement sans clients, ça serait réellement extrêmement dangereux. Pourquoi ? Ça mettrait en péril l'entreprise et la société du fait qu'il faille payer les salaires et qu'il n'y ait pas de chiffre d'affaires en face, premièrement. Deuxièmement, dans la conjoncture actuelle, il est extrêmement difficile de pouvoir prévenir l'avenir. Je pense que tout à chacun, nous sommes plus en train de faire attention à nos dépenses, ne sachant pas exactement où on va et ne sachant pas ce qui nous attend plus tard. On n'est pas à l'abri d'une seconde vague, entre guillemets, d'un coronavirus ou de quoi que ce soit. En effet, rien ne peut prédire l'évolution de la maladie dans le monde et sur Mayotte. Par ailleurs, Bruno Garcia voit d'un mauvais œil les chiffres annoncés par le président hier soir. En effet, très peu d'entreprises sur Mayotte sont éligibles aux aides de l'État. J'ai entendu des chiffres mirobolants encore hier soir de la part de notre président. Oui, c'est magnifique, oui, c'est beau, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas un centime. Nous n'avons pas, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on vit grâce à ça. Les chiffres sont impressionnants, c'est un peu le but recherché dans la communication, en donnant des chiffres énormes, en disant, vous voyez, finalement, ils sont bien et on va les aider, tout ça. Aujourd'hui, les aides, à part un prêt d'État, garantie d'État, que l'on devra rembourser, c'est ce qu'il faut bien se dire, on devra le rembourser, c'est pas un cadeau que l'on nous fait. Pour le moment, Bruno Garcia ne sait toujours pas quand il réouvrira le restaurant. Pour s'occuper durant le confinement, il a pu faire des travaux pour embellir et mettre aux normes le Caribou, en attendant de pouvoir accueillir à nouveau des clients. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec les nouvelles mesures commerciales d'Aerostral ou encore la relance de la filière café en bonne voie. Au montage, Leslie Vumenet. Pour l'heure, l'aéroport du département n'accueille que 2 vols venant de Paris par semaine pour des personnes triées sur le volet. En attendant une réouverture des vols commerciaux, Aerostral annonce l'enrichissement de ses mesures commerciales pour encore plus de flexibilité et d'avantages. La compagnie aérienne fait le point sur ces nouvelles mesures, de la bonification de ses avoirs émis depuis le 9 mars à hauteur de 15% au processus de remboursement des billets d'avion. Ainsi, pour les passagers ne souhaitant pas bénéficier de l'avoir proposé par la compagnie et dont les vols pourraient être annulés en raison du Covid-19 à partir du 15 juin 2020, et ce jusqu'à la levée de toutes les restrictions de voyage pour chaque liaison aérienne, Aerostral sera en mesure de procéder au remboursement intégral des billets d'avion. Elle annonce également la modification sans pénalité de tout billet émis à compter du 1er juillet 2020. Les clients sont invités à privilégier pour toutes leurs demandes les formulaires en ligne sur le site www.air-austral.com. Les enseignants en madrasa doivent reprendre comme pour l'école dans des conditions sanitaires optimales.
Il est ainsi demandé aux directeurs, enseignants, responsables de madrases et aux parents de se mobiliser pour que les enfants qui reprennent les cours théologiques les effectuent sans risque sanitaire. Ils doivent être au maximum 10 par salle et doivent être distancés d'1,50 m au minimum avec un seul enfant par table. Les enseignants et enfants doivent également porter des masques. Une évaluation des conditions d'accueil des enfants est nécessaire avec une autorisation d'ouverture. De même, un accompagnement structurel des madrasas est souhaité. Le Conseil cadial propose ainsi de lancer un appel à projet TIC pour permettre de faire les cours et le suivi des élèves par les voies de technologie, de l'information et de la communication. Cet appel à projet intégrera les projets d'investissement spécifiques au TIC, mais aussi une formation des oustades et imams à ces outils. Depuis 2019, l'association Café Cacao Maoré a pour ambition de relancer une filière de café et de cacao à Mayotte en s'appuyant sur les producteurs locaux. C'est en effet en parcourant certaines forêts de l'île, notamment à Kombani et à Mtsangamouji, que des producteurs locaux se sont aperçus qu'il y avait une production locale de café, mais qui n'était pas exploitée. Elle est aujourd'hui consommée en partie par les maquis. 11 producteurs ont donc fait appel à la population pour qu'elle puisse récupérer le café ou même l'acheter. L'année dernière, en démarrant son activité, la structure a récolté plus de 300 kg de café sur la parcelle d'un des membres. Pour 2020, l'objectif est de passer à 500 kg et ainsi créer une petite filière locale. Mayotte distribuera-t-elle du café local? Oui, c'est tout à fait possible, mais il faudra encore patienter pour voir la filière se structurer et pourquoi pas un jour exporter du café made in Mayotte. Et on termine avec un peu d'espoir de retrouver une vie normale prochainement. AZD 1222, derrière ce nom de code, se cache peut-être un vaccin contre le coronavirus, développé par l'université d'Oxford pour le laboratoire britannique AstraZeneca. Il a déjà été testé sur des animaux et 1 millier de patients volontaires. Les résultats étant prometteurs, la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas ont signé un accord avec le laboratoire. Alors y aura-t-il d'ici l'automne un vaccin efficace et disponible en quantité industrielle? Élément de réponse avec nos confrères de TF1. Dans leur seringue, les chercheurs de l'université d'Oxford auraient-ils déjà le vaccin contre le Covid-19? La France veut y croire. Avec les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie, elle vient de passer commande auprès du fabricant, le laboratoire britannique AstraZeneca. 400 millions de doses seront réservées à l'Europe si le vaccin est homologué. Selon le PDG du laboratoire, tout pourrait aller très vite. C'est un espoir parce qu'à l'automne, on saura si le vaccin fonctionne. On aura fabriqué en parallèle, et c'est le risque financier que nous prenons tous. Et donc, si le vaccin marche, eh bien, on sera en mesure de fournir à partir du mois d'octobre et de commencer les vaccinations dès novembre. Déjà testée sur 1000 volontaires britanniques, la molécule semble prometteuse. Mais avant de la commercialiser, il faut réussir un test auprès d'un large groupe de patients. C'est la phase 3. Elle vient de démarrer sur 30 000 personnes. AstraZeneca devance ainsi d'une courte tête l'américain Moderna qui commencera en juillet et le chinois CanSino qui lancera sa phase 3 avant la fin de l'été. Une course de vitesse pour des groupes cotés en bourse qui rêvent d'être les premiers sur le marché. Mais selon cet économiste, en misant uniquement sur le plus rapide, l'Europe fait un pari risqué. Le cimetière des médicaments et des vaccins est plein de molécules qui ont échoué en phase 3. Donc aujourd'hui, personne ne peut être sûr que le vaccin fonctionnera d'AstraZeneca et sera disponible dans un délai relativement court. Car développer une formule efficace en moins d'1 an serait une première historique. La communauté scientifique reste encore largement dubitative. De son côté, AstraZeneca se dit capable de produire 2 milliards de doses avant la fin de l'année, si son vaccin est homologué. Ces doses seraient revendues 2 € pièce à l'Europe, c'est-à-dire sans aucun bénéfice. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.